suis très heureux d'accueillir le général Antoine Martinez. Mon général, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coprésident des Volontaires pour la France. La dernière fois que je vous ai reçu sur TV Liberté, vous vous apprêtiez à lancer cette association, cette organisation Volontaires pour la France. Pouvez-vous en quelques mots nous rappeler le sens de votre action? Et vous dites, et ça c'est important, que Volontaires pour la France n'est pas un parti à but électoraliste. Vous avez absolument raison. En plus, bon, je rajouterai que ce n'est pas moi qui ai lancé cette organisation, cette jeune organisation. J'ai été sollicité avec une autre personne, il s'agit d'Yvan Blot, pour assurer la coprésidence de cette jeune organisation qui est apparue au milieu de l'année 2015, dont le fondateur en fait est Gérard Hardy, entre autres. Et puis voilà, donc nous avons accepté très volontiers d'assurer cette coprésidence. Et je rappellerai que la vocation de notre organisation, eh bien, c'est face à la situation que chacun connaît depuis de nombreuses années maintenant, mais qui s'aggrave, eh bien, c'est essayer de rompre un peu, dans un premier temps, l'isolement de certains de nos compatriotes qui se sentent menacés, qui sont en colère, mais qui se sentent seuls. Donc déjà, rompre l'isolement, essayer de rassembler tout cela. Et puis notre vocation, comme je l'avais indiqué la dernière fois, elle est pratiquement double, deux grands volets. C'est la défense de notre identité nationale. Et Dieu sait si aujourd'hui nous avons besoin de la défendre pour réaffirmer cette identité nationale. On voit d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'Europe, avec cette Union européenne qui est incapable de protéger ses citoyens. On sent un certain nombre de pays qui sont en train d'évoluer sur un certain nombre de sujets, et notamment sur l'identité européenne, l'identité des peuples européens. Donc c'est un des grands volets. Et le second, je dirais, il découle tout naturellement de cette défense de l'identité nationale, compte tenu de ce que nous connaissons non seulement en France, mais en Europe, mais surtout en France aujourd'hui. Eh bien, c'est la lutte contre l'islamisation de notre société. Et ça, on le voit tous les jours. Et un certain nombre de décisions sont prises, d'autres ne sont encore pas prises par nos gouvernants, mais de mon point de vue, elles ne vont pas dans le bon sens. La résistance, des fois, ça passe par l'élection et par le fait de se présenter dans sa collectivité, à la région, à la nation. C'est vrai. Alors c'est la caractéristique que vous évoquiez également, c'est que notre organisation, notre association est apolitique. Quand je dis apolitique, ça ne veut pas dire que son engagement n'est pas un engagement politique. C'est bien évident. Lorsqu'on s'engage dans ce genre d'action, tout est politique. En revanche, quand je dis apolitique, ça veut dire que nous n'avons pas de vocation électorale, c'est vrai, et nous ne soutenons aucun parti politique. Voilà. Là, les choses sont claires. Nous souhaitons rassembler les Français qui souhaitent, eh bien, ils peuvent être de droite, de gauche, on le voit bien dans certaines circonstances difficiles, c'est le peuple qui est appelé, et c'est à lui, eh bien, de se réveiller aujourd'hui, parce que les choses sont en train de s'aggraver. Vous avez créé une liste des volontaires d'honneur. Oui. Quel rôle jouent ces personnalités? Parce qu'on peut parler de caution morale ou de soutien politique. Oui, déguisé. Bien sûr, non, mais c'est l'occasion également de donner de notre organisation, de traverser un peu le domaine purement citoyen patriote qui se bat pour ses idées. Il y a un certain nombre de responsables politiques, c'est vrai, ou de responsables dans le monde littéraire, journalistique, etc., qui peuvent être intéressés par notre action. Et donc, nous souhaitons, lorsque l'occasion se présente, nous invitons un certain nombre de ces personnalités lors de nos conventions ou lors de notre dernier séminaire que nous avons organisé à Bourges en juin dernier.
nous avions rassemblé la majorité de nos cadres qui étaient disponibles à ce moment-là. Nous avions pratiquement une centaine de représentants régionaux, de délégués départementaux des Volontaires pour la France, et nous avons, à cette occasion, invité un certain nombre de personnalités, comme Christian Van Est, François Biot-Lochner, il y avait d'autres personnalités aussi. Et à ce moment-là, eh bien, nous décidons de... J'ai noté quand même que vous êtes volontaire pour la France, oui, mais aussi un peu pour la Russie, mais aussi un peu pour les États-Unis, donc oui, on voit des membres... Nous avons des contacts, effectivement, avec certaines personnalités, qu'elles soient russes ou qu'elles soient américaines, bien évidemment. Par exemple, lors de la dernière élection américaine, juste avant, nous avons eu l'occasion de faire volontaire pour la France d'honneur Madame Gauci, qui était l'une des supportrices de Donald Trump, et de l'autre côté, Yvan Blot a eu l'occasion aussi de remettre cet insigne des Volontaires pour la France à une personnalité russe, puisque à l'occasion de ce déplacement, voilà, nous avons un certain nombre de contacts et nous souhaitons donner une image des Volontaires pour la France qui soit une image qui est patriote au sens plein du terme, et puis une organisation qui travaille en toute légalité. Alors, image et légalité, ça m'amène à l'autre question. Alors, l'image, elle est à travers vous, c'est une image qu'on voit institutionnalisée, oui, sérieuse, crédible. Et puis, cette image, elle s'est quand même dégradée. Au début de l'été, plusieurs personnes ont été arrêtées à travers toute la France, sans autre forme de procès. Certains médias les ont présentés comme, je cite, des radicaux de l'ultra-droite, prêts à passer à l'acte, c'est-à-dire à l'acte terroriste. Alors, en réalité, on voit bien quand même que l'affaire elle est un petit peu rocambolesque, et même grotesque, mais Mediapart n'a pas hésité à mettre en cause votre association. Absolument, oui. Et là, la légalité, elle en prend un coup, mon général. Non, pas du tout. Bien au contraire, parce que finalement, Mediapart, dans cette affaire, fait notre publicité. Le premier article que Mediapart a diffusé, c'était le 9 avril, je crois, au moment où, d'après les sources journalistiques, l'enquête avait été lancée sur les personnes qui ont été arrêtées. Et en fait, ce jour-là, lorsque le premier article a été diffusé par Mediapart, nous avons eu dans la foulée une soixantaine de nouveaux adhérents. Alors, c'est une affaire très symptomatique d'ailleurs, parce que nous tombons là dans un domaine, je dirais, qui rejoint un petit peu, de mon point de vue, l'affaire Benalla. Parce que la journaliste du Monde qui a révélé cette affaire Benalla parle dans son article d'une gouvernance à l'Élysée, d'une gouvernance de la France occulte et très opaque. Et donc, on peut se poser des questions. Quand on analyse les faits à l'occasion du premier article de Mediapart du mois d'avril, et son second article publié le lendemain de l'arrestation des 10 personnes en question, on se rend compte qu'il y a, et moi c'est ce que j'en tire comme conclusion, et je l'ai écrit, une action de collusion entre certains services de l'État et ce média qui, vous le connaissez, est islamophile et combat les gens qui veulent lutter contre l'islamisation de la France. Quand on voit la chronologie des différentes actions, avant et après les arrestations, les indications que donne Mediapart, eh bien, certaines informations ne sont disponibles que par des services de l'État comme la DGSI, et on peut supposer, il ne serait pas exclu, est-ce qu'il n'y aurait pas, dans le cadre justement de cette affaire dévoilée par le coup du 1er mai par M. Benalla, une action d'une cellule au sein de l'Élysée qui travaillerait en fait contre le terrorisme.
puisque c'est d'actualité. Il n'y avait pas cette opération d'ultra-droite, on dit qu'on a retrouvé des grenades. Oui, mais le terrorisme, mais moi ce que je dis, c'est de quel terrorisme à ce moment-là? L'islamiste, sûrement pas, puisqu'on le sait, la DGSI travaille, les services de l'État travaillent. Ce serait plutôt, avec l'exemple de ces 10 personnes qui ont été arrêtées, plus 3 après, et peut-être 2 encore, c'est le terrorisme patriote fantasmé par certains de nos élites politiques et peut-être au niveau de nos dirigeants politiques. J'ai parlé de grenades, je crois qu'elles étaient que défensives, mais néanmoins, oui. Ça fait du plâtre. Et puis, bon, ils ont été arrêtés, on le sait, ils ont passé quand même une garde à vue assez sévère, 96 heures. Certains sont encore en préventif, d'ailleurs, parmi eux. Ce qui leur est reproché, personnellement, je ne le sais pas, mais dans cette affaire, c'est peut-être aussi les volontaires pour la France qui ont été visés, puisque parmi ces 10 personnes, les premiers 10 arrêtés, il y en avait 2 dont les responsables de ce groupe AFO, qui étaient membres auparavant des volontaires pour la France et qui en avaient été exclus en octobre 2017. Pour quelle raison ils en avaient été exclus? Alors parce qu'il y avait une divergence d'approche, ils avaient l'impression que nous étions plus politiques et que notre action que nous souhaitons mener ne correspondait pas tellement à la leur. Mais cela dit... Vous n'êtes pas une milice pour parler des choses, ne serait-ce que citoyenne. Non, absolument, puisque nous sommes quand même reconnus par, comment dirais-je, un document officiel. Comme toute association, la préfecture délivre des statuts ont été signés. Donc, sur ce plan-là, il n'y a aucun problème. En revanche, sur l'arrestation de ces 10 personnes, elles ont arrêté parce que la cause pour des velléités d'entreprendre. Alors, velléité, c'est un grand mot, parce que à ce moment-là, parmi les 20 000 fichiers S, dont une grande partie sont dans le FSPRT, là, le fameux fichier sur l'affaire terroriste, pourquoi n'arrête-t-on pas préventivement ces gens qui, eux, on le voit régulièrement, certains d'entre eux passent à l'action, alors que ces 10 personnes, qu'est-ce qu'on leur reproche? Très honnêtement, je n'en sais rien. Et moi, je mets en... J'ai quelques doutes sur les raisons précises de ces arrestations. Ça ne vous a pas empêché de porter plainte, notamment contre le collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF? Oui, parce que cette affaire de Mediapart, on voit bien que les gens du CCIF, je ne sais pas s'ils travaillent avec eux, en tout cas c'est dans la même mouvance. Et le CCIF, après ces arrestations, considère bien sûr depuis un moment, puisque Mediapart, compte tenu de ce qu'ils écrivent sur nous, nous considère nous mettre en première ligne parmi ces organisations qu'ils appellent d'extrême droite, ce qui n'est pas le cas. Mais le CCIF a diffusé, après l'arrestation des 10 membres de l'AFO, une vidéo, il y a à peu près 2 mois et demi, dans laquelle, eh bien, ils affirment que l'AFO est le bras armé des volontaires pour la France. Donc, les gens du CCIF ont cru faire information, eh bien, l'affaire se déroulera devant les tribunaux, puisque nous avons déposé plainte il y a 2 jours, en nous constituant partie civile, plainte en diffamation contre le CCIF. Alors, vous écriviez il y a plus de 18 mois, quand la grande muette prendra la parole, vous prenez la parole, puisque dans l'actualité, il y a une lettre ouverte que vous avez adressée assez récemment au président de la République. À un moment, d'ailleurs, votre propos m'a surpris, qui rejoint finalement une préoccupation de l'entourage même du chef de l'État. Vous lui reprochez, vous, de miser toute son action sur la seule amélioration de la situation économique. Et dans son entourage, on l'encourage, c'est vrai, à mieux définir son projet. Ça part un peu dans le même esprit que vous. Et vous lui dites que le combat, il n'est pas seulement économique, mais qu'il est avant tout culturel. Et oui, ça fait de nombreuses années maintenant que le combat est culturel. Surtout après le quinquennat précédent, on a vu les dégâts qui ont été causés à la société française. Et là, la majorité des Français
ceux qui ont voté pour le nouveau président pensaient que les choses allaient changer. En fait, je ne sais pas, notre président, peut-être plus jeune, d'une génération plus jeune que ses prédécesseurs, lorsqu'il a pris ses fonctions, a peut-être un certain nombre de, je ne dirais pas de lacunes, mais la société française aujourd'hui va très mal. Et dans son entourage, on le voit bien. Moi, lorsque je lui ai dit que le problème était surtout culturel également, c'est le vrai combat qui doit être mené aujourd'hui. La partie économique, certes, chaque chef d'État, chaque responsable politique, le rôle du politique, c'était effectivement de la recherche du bien-être, donc le bien commun du peuple. Dont il a reçu la responsabilité. Or, on se rend compte, d'ailleurs, sur des sujets très importants, sur lesquels le président devait s'exprimer, il ne s'est toujours pas exprimé. Et on le voit notamment avec la fameuse réflexion sur l'islam de France. Pour moi, il n'y a pas d'islam de France, il y a un islam en France, et on ne pourra pas changer cela comme ça. Le président ne sait pas ce qu'est l'islam. Et dans son entourage, un certain nombre de ses conseillers préconisent un certain nombre de choses qui sont contraires au bien commun, qui sont contraires aux intérêts de la nation française. Lorsque on préconise, par exemple, l'instauration d'une taxe halal, je suis désolé. Une taxe halal, ça veut dire qu'on reconnaît l'application de la charia. Nous ne voulons pas de la charia dans notre pays. Et la charia, c'est ce qui amène quotidiennement l'islamisation rampante de notre société aujourd'hui. Alors j'ai l'impression que vous ne portez pas le président de la République dans votre cœur, puisque vous avez simplement demandé sa destitution à travers l'affaire Benalla. À travers l'affaire Benalla, l'application de l'article 68 de la Constitution, c'est dire que vous ne le portez pas vraiment en sympathie. Je ne l'ai pas demandé. Je pose la question dans la mesure où, parce que dans cette affaire Benalla, je ne sais pas ce que la commission d'enquête du Sénat, quelles seront les conclusions finales, mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas connues, qui ne sont pas dites, et c'est vrai que c'est un vrai sujet. Donc moi, si vous voulez, c'était la conclusion. Si l'enquête, et puis là c'est un vrai travail aussi peut-être à certains journalistes d'investigation de jouer leur rôle. Il y a là un vrai sujet à investiguer. Et en conclusion, si par extraordinaire, si par hasard le président avait manqué à ses devoirs en fonction des termes de la Constitution, eh bien là il reviendrait bien sûr aux parlementaires d'en tirer les conclusions. Mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui, d'autant que la majorité est avec le président. Mais je reviens sur votre observation. Vous dites que vous n'avez pas le président, vous ne portez pas le président dans votre cœur. Moi, depuis le début, avant même son élection, lorsque j'ai entendu cette déclaration en Algérie selon laquelle la France était coupable d'un crime contre l'humanité, c'est sidérant qu'un président de la République, enfin qu'un candidat à la présidence de la République puisse affirmer de telles choses. Et on le voit encore récemment avec cette affaire de Maurice Audin, reconnaître que l'État, la torture, l'État a tué Maurice Audin. Mais la France était en guerre à ce moment-là. Et Maurice Audin était un traître. Et qu'il ait été supprimé, je dirais, c'est la logique qui doit être appliquée aux traîtres. Dernière question. Vous étiez, il y a quelques jours, à l'Arc de Triomphe, en compagnie du général Christian Picmal, pour lancer là aussi un important appel. Quels en sont les termes? Et pourquoi ce choix de l'Arc de Triomphe? Alors, c'est quelque chose que nous souhaitions pour marquer un petit peu notre alliance. Comme vous le savez, le cercle des citoyens patriotes du général Picmal et les volontaires pour la France que je copréside avec Yvan Blot. Et donc, nous avions envisagé, je lui avais proposé, cette cérémonie à l'Arc de Triomphe, dépôt de gerbes, avec le ravivage de la flamme. Ça tombait très bien, d'autant que nous avons souhaité l'inscrire justement dans la célébration du centenaire de la Grande Guerre. Nous sommes fin septembre, le 11 novembre prochain.
ce sera la clôture, si je puis dire, et nous espérons qu'elle sera faite dans le faste, parce que, il faut le rappeler, c'est la victoire qu'il faut célébrer dans un premier temps. Dans un second temps, on pourra bien sûr commémorer, mais dans un premier temps, c'est la célébration de la victoire. Et donc, il nous a paru important, comme volontaire pour la France, de proposer au président de la République une action particulière pour marquer ce centenaire. Et donc une lettre ouverte a été envoyée, que nous avons signée avec un certain nombre de généraux, pour lui demander, eh bien, la lettre ouverte, vous avez pu en prendre connaissance, c'est de nommer l'ensemble de nos poilus combattants qui ont disparu maintenant tous au combat, et ceux qui en sont revenus ont disparu. Le dernier, M. Lazari, oui, c'était en 2008, je crois. Au Kremlin-Bicêtre. C'est ça. Et donc nous lui demandons de nommer à titre posthume tous ces poilus, sauf ceux qui le sont déjà, chevaliers de l'ordre national, de la Légion d'honneur, pardon, à titre posthume. Et donc, à ce moment-là, prendre contact, si c'était fait, avec les familles pour, je dirais, faire des démarches qui suivent. Mais bon, nous avons souhaité, c'est une proposition que nous lui avons faite, nous verrons ensuite ce qu'il en sera. La Grande Muette prend décidément la parole et sur tous les sujets. Merci, Général En deuxième Antoine section. Martinez. Merci. Merci à vous.